Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un contenu assez différent de ce que je peux publier habituellement, dans le sens où c'est une intervention qui a eu lieu au sein de ma communauté privée Youmento. Il y a un montage spécifique qui a été effectué donc, pour optimiser le rendu sonore et les temps morts, puisqu'à la base, c'était pas une intervention qui avait pour but d'être diffusée publiquement sur Internet. Alors le son n'est pas parfait, du coup, j'en suis désolé, ça a été amélioré au maximum. Il n'y aura pas d'image à la suite de cette vidéo, ce sera principalement du son pour écouter l'intervention donc de Lilian qui est quelqu'un d'assez extraordinaire hein, que j'ai eu donc l'occasion de rencontrer ici à l'île Maurice, qui a eu un parcours de vie assez folle en fait. Alors j'aurais dû ma tête pour vous montrer un article hein, notamment qui parle de ce qu'il a fait. Voilà, le sujet, je dirais, principal, enfin un des sujets principaux de cette intervention, c'est notamment ce record du monde, cet exploit qu'il a fait. Il a nagé 236 km en pleine mer de manière continue, sans pause. C'est 51 heures de nage non-stop. Complètement fou. Moi, je fais quelques longueurs dans la piscine, je commence à être fatigué. Je n'arrive même pas à concevoir la chose. C'est complètement fou. Et donc voilà, il est venu nous partager au sein de la communauté bah voilà, comment il en était arrivé à réaliser cet exploit, quel est son parcours de vie qu'il y a derrière. Et c'est quelqu'un qui non seulement a donc fait ça, mais a aussi bah, vécu quelque chose qui est complètement dingue dont il nous parle, notamment dans cette intervention. Voilà, là vous le voyez, sans raison, l'automobiliste fait feu sur un cycliste. Le truc random, complètement dingue, qu'on croit ne voir que dans les films. Donc ça, c'est quelque chose qui est arrivé. Il s'est fait tirer dessus à bout portant par des inconnus, alors qu'il était à vélo, tout simplement, en train de faire du vélo. Donc ça aussi, il en parle dans cette intervention. Et puis, autre parcours, autre élément de vie. Il a été aussi à Haïti lors des tremblements de terre qui ont fait des centaines de milliers de morts. En tant que sapeur-pompier, et donc voilà, il nous partage aussi cette expérience de vie extrêmement dure. Donc voilà, une vie assez extraordinaire. Et je partage cette intervention avec son accord, bien entendu, parce que voilà, il aimerait faire un film de sa vie, de ce qu'il a vécu. Il a déjà écrit un livre. Et pour ça, il recherche un scénariste, un ou des scénaristes. Alors, je ne sais pas comment fonctionne le monde du cinéma, donc scénariste, réalisateur, producteur. Donc voilà, je fais appel à vous. Si vous êtes touché par ce témoignage, moi je l'ai été touché, le monde de ma communauté, ça les a assez marqués, quelque chose d'assez émouvant, d'assez profond. Bah, écoutez, si vous connaissez quelqu'un qui est susceptible de pouvoir l'aider dans la réalisation de ce projet, bah, je vous invite à me contacter. Je mettrai mon adresse email dans la description de cette vidéo. Donc bah, écoutez, envoyez-moi du coup un email si vous avez quelqu'un susceptible de l'aider. Et puis si c'est le genre de contenu exclusif, d'intervention qui vous plaise, qui vous intéresse, bah, n'hésitez pas à postuler aussi pour ma communauté privée. Voilà, bah écoutez, je laisse place du coup à l'intervention de Lilian et bah écoutez, voilà, profitez bien, n'en perdez pas une miette. À bientôt. Bon, bah merci déjà Lilian. Plaisir. C'est un témoignage qui va être particulièrement intéressant, puisque dans la communauté, on est tous entrepreneurs et avec aussi des valeurs de dépassement de soi, d'excellence personnelle, etc. Alors, on est tous sportifs, mais très loin de ce que tu as fait, même s'il y en a certains qui ont fait des choses assez folles, quoi. Mais alors là, on est vraiment au-dessus, au-dessus de tout, quoi. Donc, et puis au-delà de ces exploits humains, j'allais dire sportifs, mais c'est au-delà de juste l'aspect sportif, quoi. Il y a aussi ton parcours de vie qui est pour le moins, on peut dire, atypique, que des choses que tu as vécues qui sont assez extraordinaires. Et donc voilà, merci d'être là pour pouvoir en discuter. Donc je te propose déjà de parler de toi, en fait, de qui tu es, ton parcours de vie. Et jusqu'à, alors il y a l'exploit, effectivement, que le record du monde officiel, on va dire,
avec la nage de Maurice à La Réunion. Et puis, il y a aussi ce que tu as fait après. C'est combien? Plus de 800 km dans le Rhône. Voilà. Et donc, je te laisse intervenir pour déjà parler de qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, et puis les épreuves que tu as pu aussi traverser avant l'épreuve de traversée de Maurice Réunion. Donc, bonjour à tous, merci de m'écouter. J'ai déjà ici participé à des conférences dans les hôtels, dans les sociétés aussi, à la demande des directeurs d'entreprise, un peu pour positiver au travail, ainsi de suite. Donc, c'est la première fois que je fais ça comme ça. Donc, pourquoi j'en suis arrivé là? Mais c'est tout mon parcours et ce parcours-là un peu compliqué qui m'a mené, en fait, à réaliser la traversée île Maurice, île de la Réunion et à faire ce record du monde. Voilà, il faut bien comprendre ça, c'est que sans tous ces précédents-là, je ne serais jamais arrivé à faire cette traversée. Donc, je ne suis pas surhumain, on m'a surnommé un peu l'homme-poisson ici, le nageur de l'extrême, parce que j'ai les records du monde et parce que je suis tout le temps dans l'eau, oui. Mais par contre, voilà, si je suis arrivé là, c'est parce que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de soucis. Comme tu l'as dit, mon parcours est assez atypique. Et puis après, bon, je me suis quand même beaucoup entraîné. Et par rapport à ça, ben, je suis comme tous les autres. Et la motivation, on parlera après de psychologie, d'auto-hypnose. Donc tout ça, ça rentre après dans le cadre de la préparation et de la réussite de cette traversée. Donc, j'étais sapeur-pompier en France, dans le Vaucluse sur Avignon. J'ai fait 25 ans de sapeur-pompier professionnel. J'étais marié, j'ai 2 enfants en France et maintenant j'ai reconstruit ma vie ici. Donc j'ai aussi une petite qui a 4 ans à l'île Maurice. Donc si vous voulez, ce qui a déclenché un peu tout ça, quand j'étais pompier, il y a eu le premier départ sur Haïti. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2010, en janvier 2010. Et paradoxalement, on m'a appelé, c'était 1 heure du matin. Je suis allé répondre au téléphone. On m'a dit, écoute, il y a eu un gros séisme en Haïti. Lilian, tu dois partir. Tu es un leader, tu es un meneur. Le préfet t'a sélectionné. Il n'y en a que 5 qui partent du département. Et tu dois y aller. Et en fait, je ne comprenais pas trop bien tout ce qui se passait et tout. Et j'ai dit, non, non, j'avais mes enfants en bas âge. Et j'ai dit, ben non, regardez s'il y a quelqu'un d'autre parce que en ce moment, j'avais un peu des complications déjà. Donc, j'ai dit, regardez s'il y a quelqu'un d'autre. Et puis, je suis allé me recoucher. Et puis, ça a ressonné 30 minutes après. Il m'a dit, non, non. En fait, c'est comme une obligation. C'est vraiment le préfet avec c'est la présidence, quoi, hein, qui envoie les gens à l'étranger. Donc, tu as ton numéro, tu as tout qui est pris en compte et c'est toi qui dois y aller. Donc, à partir de là, ben, tout a commencé. Donc, on est parti sur le séisme en Haïti. C'était vraiment une obligation, pas le choix, quoi. On n'avait pas le choix, ouais. J'avais pas le choix. J'aurais pu peut-être refuser, mais après, j'aurais eu des mauvais retours. Donc, puis, je refuse pas maintenant d'y être allé. C'était que je me rendais pas exactement compte de tout ce qui se passait. Mais voilà, donc on est parti en Haïti le lendemain avec du matériel très léger pour intervenir rapidement. Et c'est pour ça qu'on a été avec les Américains une des premières unités sur les lieux. Et bon, je vais passer un peu vite, mais quand on est arrivé là-bas, ben, c'était vraiment le chaos parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu 300 000 morts. Donc, ça comprend des enfants, des femmes. Toute la population avait été touchée dans la capitale à Port-au-Prince. Donc, on était escortés au début par l'ONU pour se rendre à l'ambassade française qui avait été touchée. Donc, on a dormi dans le pré, dans le gazon de l'ambassade française. On s'est déjà installé dès qu'on est arrivé. Le sol a encore tremblé. L'ambassade s'est encore un petit peu écroulée. Et ça, c'était dans l'après-midi. Bien sûr, on n'a pas pu dormir. On n'avait pas que des boîtes de rations. Et puis, le lendemain matin, on a commencé le travail. On nous a donné des secteurs d'intervention. Pendant ce temps-là, bien sûr, dans le monde entier, tous les secours se mettaient en place pour venir porter contribution et leurs aides à ce séisme. Donc ensuite, il y a bien sûr les Américains étaient là, mais il y a les Argentins, il y a la Grèce, et tous les pays qui ont participé. Il y a eu aussi beaucoup de dons du monde entier. Mais ce qu'il fallait surtout, c'était des sauveteurs pour sortir, extraire les personnes des décombres. Mais on a été surpris aussi de ce côté-là. Ça nous a un peu faussé ce qu'on avait prévu parce qu'il y avait tellement de monde et de morts à l'extérieur
que les gens venaient à nous. Donc, on a commencé pendant 3 jours à recevoir les personnes. Donc, moi, j'étais délégué à un hôpital. Cet hôpital-là, il y avait quelques salles, dont la radiologie qui tenait encore, mais sinon, le reste, c'était trop dangereux. On n'avait pas accès à toutes les salles. Donc, on était pareil. On avait construit des tentes de fortune à l'extérieur sur le pré. Et là, ce qui se passait, il y avait 1000 personnes devant l'hôpital qui attendaient pour se faire soigner. Pour vous dire, par rapport à ce qu'il y a en France, c'est pas de petite bobologie, c'était vraiment des gros traumatismes. Donc, ça partait je vais passer parce que peut-être il y a des âmes sensibles qui vont regarder ça, donc je peux pas non plus trop parler de ce sujet-là, mais c'était vraiment de la médecine de guerre. Donc, il faut penser à ça quand on arrive. C'est comme des grosses explosions, un séisme, ça détruit tout, quoi. Puis, il reste encore des gens ensevelis dessous avec des poches de survie. Et pour passer un petit peu, donc, on a retrouvé une personne le 12e jour. Donc, c'est pour ça que ça nous maintient toujours en activité et on a toujours envie d'aller plus loin. Mais là, il y avait, comme je vous dis, devant l'hôpital, il y avait 1000 personnes le premier jour avec des membres arrachés, avec des grosses coupures, avec des grosses hémorragies. J'ai même fait un accouchement là-bas. Donc, la vie reprenait, la vie s'arrêtait, mais aussi la vie reprenait avec des accouchements. Tout type de bobologie. Donc, après, on a commencé à travailler par secteur justement pour panser les plaies, pour les sutures, puis pour les brûlures, puis pour les membres, comme je vous ai dit, la grosse chirurgie, avec le peu de moyens qu'on avait, parce que le premier jour, il n'y a rien qui était arrivé, donc on n'avait vraiment pas grand-chose, mais on aurait dit comme si le peuple haïtien nous comprenait, puis il attendait. Donc, on a travaillé comme on a pu et puis on est parti encore le soir à l'ambassade. On avait juste quelques petits rations pour manger. Et puis le matin, on est retourné. Et là, quand on est arrivé à l'hôpital, il y avait encore 3 000 à 4 000 personnes devant l'hôpital. Donc là, on a dit comment on va faire. On attendait les secours. Et on essayait de porter soin à tout le monde, donc là de sectoriser comme je vous ai dit. Ça, on a fait ça pendant une semaine et tous les soirs, on se rendait compte qu'on faisait du bon travail, mais qu'on n'était pas assez. Puis les secours arrivaient, donc ça s'appelle le plan Orsec. L'organisation des secours s'est mise en place au niveau international avec des hôpitaux qui ont été sur des bateaux, avec des cliniques qui ont une certaine noria. Donc, où maintenant, on a commencé à déplacer des gens et à les amener dans des autres secteurs. Moi, j'avais un conducteur. On était transportés dans des bennes. On n'avait pas du tout d'ambulance qui était de la République dominicaine. Donc, les pays aussi voisins, frontaliers, ils sont venus nous donner un petit coup de main pour transporter les personnes. Puis voilà, on a travaillé comme ça pendant une semaine à faire vraiment beaucoup de travail, de 6 heures du matin à peut-être 20 heures le soir. Il n'y avait aucun relais, on était fatigués. On revoyait les gens qu'on avait soignés. Après, il y avait quelques infirmiers qui sont arrivés aussi. Donc là, soulagement aussi pour refaire les pansements parce qu'il faisait chaud. Donc, il fallait nettoyer encore les plaies. Et voilà, tout s'est mis en place. Et à partir d'une semaine, on a commencé à vraiment aller chercher dans les décombres des personnes. Alors là, pareil, on a fait maison par maison, mais c'était la capitale, quoi. Rendez-vous compte, c'était Port-au-Prince avec un chantier énorme, rue par rue. Après, on a commencé les recherches propres donc ce qu'on apprend pour retrouver des personnes avec des radars et tous les systèmes qu'on a qui sont internationaux, avec des marquages internationaux aussi, parce que comme je vous ai dit, plusieurs nationalités travaillaient sur le terrain. Et on peut dire qu'on a fait toute humilité du très bon travail avec les moyens qu'on avait et qu'on a sauvé beaucoup de personnes, qu'on a récupéré beaucoup de personnes, malgré les moyens qui ont mis du temps à venir sur les lieux par rapport à l'aéroport avait été endommagé, les Américains étaient les premiers. Donc, il y avait tout, comme dans chaque grosse opération comme ça, il y a toujours des complications. Et là, on peut dire qu'il y a des complications, mais par contre, on a fait du très bon travail et de très bons sauvetages. Et ça a duré 15 jours. Voilà, je vais un peu passer, comme je vous ai dit, les détails par rapport à tout ce si c'est passé réellement et ce qui pourrait après psychologiquement choquer quelques personnes. Mais sachez que je pense que tout le monde a beaucoup souffert d'avoir vécu ces moments-là, même si je suis plombier, comme je vous ai dit, depuis 25 ans. J'ai vu bien sûr des horreurs, mais c'est notre métier. Mais là, quand j'ai vu un psychologue en arrivant, il m'avait dit, tu sais, c'est normal que tu craques. L'être humain n'est pas prêt à voir tout ça, assimiler tout ça d'un coup en 15 jours. Donc, je comprenais tout ça, mais j'avais quand même du mal en rentrant à raisonner, à retrouver de bonnes sensations, à comprendre les choses autour de moi qui pour moi n'avaient plus le même sens.
Donc, j'avais vraiment, Haïti m'a fait, c'est pour ça que je suis assez long là-dessus pour vous expliquer ça, cet épisode-là, ce moment-là, ce chapitre, parce que c'est en fait Haïti qui m'a tout déclenché. Et c'est ce qui m'a mené après, si on peut dire, il y a eu tout un chemin, et c'est ce qui m'a mené à La Réunion. C'est Haïti, en fait, qui m'a mené à La Réunion. Voilà. Il faut essayer de comprendre ça. Et donc, il y a eu des complications qui ont commencé psychologiques en arrivant, mais vous savez très bien qu'on a du mal à en parler. Mais j'ai quand même fait l'effort d'aller voir un psychologue pompier avec qui, bien sûr, j'avais ma famille autour, hein, mais avec qui on a beaucoup discuté. Et puis, il m'a dit que, tu sais, c'est bien de t'extérioriser, de me raconter tout ça. Ça va aller pour toi. J'ai vu beaucoup de personnes. Tous les pompiers qui ont travaillé là-bas ont été vus. Donc, il y avait déjà des jeunes qui avaient été pris en charge sur place en Haïti le 15e jour, le 16e jour. Mais nous, il y avait tellement de monde que les plus gradés, on a été pris en charge qu'en arrivant. Voilà, ça m'a fait du bien d'en parler aussi, c'est de raconter tout ça. Mais voilà, c'était quelque chose de dur et une étape très compliquée de ma vie. Et comme je vous ai dit, que je ne regrette pas, parce qu'on a pu apporter notre soutien au peuple haïtien. J'y suis retourné 2 ans après, voir ma traductrice qui se mariait, qui m'avait invité à son mariage. Et du coup, j'ai fait l'effort. Je suis passé par New York, par Manhattan, et voir après un peu ce qui s'était passé, surtout comment les gens, pourquoi j'y suis allé, comment les gens avaient réussi à se relever un tel traumatisme, d'un tel séisme, ce qui s'était reconstruit. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas eu grand-chose de fait par rapport aux dons qui avaient été annoncés dans le monde entier. Donc ça, c'est un peu décevant. Ça veut dire toutes les constructions en dur. Le peuple était encore livré à lui-même 2 ans après. Donc ça, c'est un peu un côté négatif par rapport à ce qui s'était passé et à mon retour là-bas en Haïti. Donc voilà, cet épisode-là m'a fait ouvrir les yeux sur notre passage sur Terre, entre guillemets. On peut dire ça comme ça. Et puis, on relativise après quand on a vu des choses de la sorte. Quand on a touché du doigt vraiment la mort, on n'est plus le même. On a beau dire ce qui est, on a beau passer par les psychologues, en parler, ainsi de suite. On a beau travailler sur soi, mais quelque chose dans la tête dit qu'on ne sera plus jamais le même. Donc voilà, après j'ai repris mon travail bien sûr en tant que pompier, mais j'avais du mal. Comme je vous dis, là-bas, on amputait des gens, j'ai fait ça là-bas, et puis ici, on m'appelait pour changer un pansement, pour de la bobologie, donc du temps passé pour rien, voilà, j'avais du mal à coller à la réalité et à retrouver en fait mon métier que j'aimais avant. Je portais secours, mais j'avançais plus, quoi. J'étais plus le même dans ma tête et j'avais du mal à me projeter. Trop gros décalage. Un trop gros décalage, exactement. Le mot, il est là, c'est un décalage. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, à travers le sport? Donc, j'étais déjà sportif. J'avais fait quelques Ironman, quelques marathons auparavant. Donc, je me suis lancé à fond dans le sport, relancé à fond dans le sport pour justement évacuer tout ça. Je pense que c'est un bon remède et je sais que tu m'as dit qu'il y avait des sportifs, mais il vous faut continuer à travers le sport. Je pense qu'on n'est plus déjà au travail, on est meilleur au travail quand on fait du sport. Ça, c'est mon point de vue, mais c'est quand je fais des conférences dans les hôtels, c'est pas que pour les sportifs. Je dis ça à tout le monde, que ce soit des dames de service, c'est des personnes qui travaillent dans la restauration. Je leur dis, faites du sport, ça va vous aider dans la vie, à vous poser, à parler à votre famille, à construire votre famille, à avoir des objectifs. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi en arrivant. Ça m'a permis de me reconnecter à certaines choses. Et malgré ça, j'avais toujours quand même un pressentiment de manque, un pressentiment de quelque chose qui n'aboutira pas, quelque chose qui j'arrivais pas à atteindre. Donc, j'étais pas bien. Donc, je faisais du sport, je fais du sport et je suis parti faire du vélo. Et puis là, j'ai reçu une balle. Donc, j'étais dans une position où je commençais à remonter la pente avec le sport et puis des jeunes m'ont doublé en voiture et m'ont tiré dessus. Donc, j'étais en position de triathlon, je préparais l'Ironman de Zurich. Donc, en position de recherche de vitesse avec mon casque profilé. Et des jeunes m'ont passé juste à côté. J'ai vu que le bras arrière sortir comme ça. Et à même pas 1 mètre de moi, à bout portant, ils m'ont tiré dessus. Donc, bien sûr, je suis parti dans le fossé. J'avais la jambe, je saignais beaucoup. J'étais conscient. Et là, j'ai cherché vite des secours, mais il n'y avait personne. Il y avait une maison pas loin. J'ai réussi à marcher jusqu'à la maison. La police est arrivée. Les pompiers sont arrivés. Ils m'ont demandé ce qui s'était passé, tout simplement.
d'identifier la voiture, le numéro, tout ça. Mais malheureusement, ils avaient posé des barrages de partout par rapport à mon signal d'alerte, mais j'avais pas pu reconnaître parce que j'ai rien vu. Ça, tout s'est passé très vite. Donc, les pompiers m'ont emmené à l'hôpital. Et puis, à l'hôpital, ben, ils m'ont passé de suite une radio. Je saignais un petit peu et ils m'ont dit que la balle était touchait le fémur et qu'on ne pouvait pas enlever la balle. Mais ils m'ont mis des points de suture et puis là, je suis rentré chez moi, mais c'était très très dur, quoi. Il y avait ma petite qui m'attendait, elle savait que j'avais pris une balle. Ils avaient pas tout dit. Ma femme aussi m'avait pas vu. Tous mes collègues avec qui j'étais en vélo, moi j'avais fait plus long parce que je préparais un Ironman, mais j'étais tout seul se demander si j'étais mort, ce qui m'était arrivé. C'est des choses invraisemblables dans la vie. Donc, j'étais un peu dans le flou. J'ai dormi, j'ai réussi à dormir avec les médicaments qu'ils m'avaient donnés. Et puis, le lendemain, ben, j'étais pas bien. Je pouvais pas marcher. Je suis reparti à l'hôpital en sachant que je pouvais pas vivre avec cette balle dans le fémur. Donc, je leur ai dit, ben, écoutez, moi, je reste là, vous m'enlevez cette balle, je peux pas rester comme ça. Donc, ils m'ont opéré, microchirurgie, ils m'ont enlevé la balle. Et puis, voilà, je suis resté pas longtemps à l'hôpital parce que ça avait pas vraiment, c'était sur la hanche, ça avait pas touché, ça avait touché uniquement le muscle, pas d'artère, heureusement pour moi, ni pas la tête parce que à l'allure, en fait, où il a tiré, à l'allure où j'allais, il aurait pu très bien me toucher dans la tête. Et là, je pense que ça, c'était fini pour moi à la seconde où il avait tiré, quoi. Donc voilà, je suis allé chez moi. En sortant de l'hôpital, j'avais plus la balle, j'avais une petite plaie à la hanche. Et là, ben, je pense que ça a été une suite d'Haïti, on peut dire ça comme ça, qui, si on retrace le chemin inverse par rapport à la Réunion, il y a eu cette balle-là. Et après, ben, dans ma tête, ça allait pas. Et là, ben, avec ma femme, ça allait pas. J'arrivais plus à avoir des pensées positives, si ce n'est par rapport aux enfants. Mais voilà, il y a plus rien qui tournait autour de moi. Au travail, ça avançait pas. Avec ma femme, on s'entendait de moins en moins bien. Elle me comprenait plus et je lui en voulais pas parce que je savais que ça venait de moi. Donc, mais par contre, j'ai demandé le divorce. Voilà. Donc, ça a très, très dur aussi pour les enfants. Donc, après le divorce, j'ai dit, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En fait, je suis parti courir au Ventoux, je m'en souviens toujours. Et au Ventoux, en fait, j'étais en haut du Ventoux, au sommet du Ventoux, j'avais couru pendant 3 ou 4 heures. Et là, j'ai dit, je peux plus continuer et je dois partir. Donc, j'ai laissé mes enfants et je suis parti à Maurice parce que je n'en pouvais plus et parce que, surtout, je ne voulais pas commettre l'irréparable parce que j'avais pensé au suicide. Donc, j'ai dit, pour eux, il vaut mieux que je parte. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici maintenant. Donc, tout s'est arrangé avec mes enfants, mais ça a été très compliqué de les laisser. Ils avaient 9 ans et 15 ans, donc c'est en pleine construction. Il manquait de repères. Et comme m'a dit ma fille, mais tu sais, on n'a pas de cadre. Donc, j'ai dit, écoute, c'est comme ça, j'en peux plus, il me faut partir parce que il y avait 2 choix. J'avais pris un premier choix, je sais pas pourquoi ça m'est venu dans la tête. Je voulais m'engager c'est un peu bête ce que je vais dire, dans la Légion pour plus avoir d'identité et plus avoir rien à faire avec personne. Parce que le monde pour moi était trop compliqué. Donc j'ai réfléchi à jeter mon passeport, à partir dans la Légion pour quelques années, voilà, pour m'engager, pour avoir une activité, vivre et plus penser au suicide. Donc puis après, ben, les enfants ont pris le dessus et j'ai dit non, faut que j'avance, quoi, parce qu'ils sont là. Et du coup, je suis parti à l'île Maurice, je leur ai parlé, puis là, voilà, à partir de là, il y a eu une reconstruction totale, à distance au début avec mes enfants pour leur faire comprendre ce que j'avais fait, le pas que j'avais franchi, et que c'était aussi pour eux. Et puis après, ben, ma vie, ma nouvelle vie, qu'est-ce que j'allais faire ici, comment j'allais travailler, comment j'allais gagner de l'argent, me reconstruire. Et petit à petit, ben, voilà, j'ai avancé, j'ai franchi les pas, un par un. Là, on en est à peu près vers le quart de l'histoire où on est dans une phase où je ne sais pas trop où j'en suis, mais je pense que j'ai fait les bons choix qui auraient pu être plus graves si j'avais eu, on ne sait pas, peut-être autre chose qui arrive à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai fait le bon choix. Donc, ce qui s'est passé quand j'ai dit à mes enfants que je partais et à ma femme, mon ex-femme, que je divorçais, ben, ma mère m'a dit, tu vois le palier de la porte, tu le franchiras plus jamais.
Donc, vous voyez, c'est tout un enchevêtrement des choses qui arrivent comme ça dans la tête et que voilà, j'ai dû faire face ou j'ai dû fuir. Et voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont envoyé et mené ici à l'île Maurice. Donc après à l'île Maurice, au bout d'un an, j'ai trouvé mes repères, je suis reparti dans le sport. J'étais donc, si vous voulez, en France, quand j'étais pompier, j'étais spécialiste risque inondation, catastrophe naturelle. C'est pour ça que j'étais intervenu en Haïti, mais aussi pour des sauvetages ou des grosses inondations, où j'ai perdu aussi des collègues dans les inondations, des collègues sapeurs-pompiers. Donc ici, j'ai aidé le gouvernement à travailler, à former des équipes, les pompiers pour les sauvetages, que ce soit en mer, mais aussi pour les grosses inondations. Je suis allé aussi travailler à Madagascar. J'ai été commandant hygiène et sécurité dans une mine de saphir à Madagascar. Donc j'ai un petit peu voyagé, c'est pas loin d'ici, c'est à 3 heures d'avion. Et après, ben, les gens, j'ai commencé à être connu par rapport dans le milieu aquatique, en mer, par rapport au sauvetage que je formais tous les gens, tous les boathouse, tout le personnel des boathouse, tous les skippers. Et là, ben, une association, Tidiams, les petits diabétiques, sont venus me voir. Ils m'ont dit, tu pourrais pas m'aider, Lilian, tu es connu maintenant sur l'île. Est-ce que tu pourrais pas nous trouver quelque chose ici? Ben, j'ai dit, pourquoi pas? Je nage beaucoup. On va essayer de faire le tour de l'île Maurice à la nage. Donc, ça représentait 177 kilomètres ou à peu près 200 kilomètres au GPS. Mais là, c'était pas d'un seul coup, plus j'avais des sponsors, les hôtels me sponsorisaient. Bien sûr, l'objectif, c'était de trouver des fonds pour les enfants diabétiques. Pendant 5 jours, j'ai mis 5 jours. Donc, j'avais fait 5 étapes pour qu'il y ait un peu de visuel par rapport aux médias et puis qu'il y ait des retombées surtout et des donateurs. Donc, on a eu, ça a été quelque chose de sympa parce que je m'attendais pas à autant de médias sur Maurice, sur l'île Maurice, mais bon, c'est vrai que personne ne l'avait jamais fait. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de support, beaucoup de messages d'encouragement. J'ai rencontré les enfants diabétiques, ça m'a beaucoup touché. Il y a d'autres associations qui sont venues me voir et c'est quelque chose qui m'est resté parce que j'ai partagé ça avec les enfants, mais les enfants me suivaient à la télé. Donc il y a beaucoup de diabétiques à l'île Maurice. Il y en a beaucoup dans le monde entier, mais à l'île Maurice plus particulièrement parce que ils se nourrissent mal. Il y a beaucoup de sucre, une mauvaise nutrition. Et voilà, donc ça a été quelque chose d'assez sympa. Puis ça m'a fait connaître aussi du monde. J'ai été le gouvernement, encore plus avec le gouvernement, plus de contrats, plus de travail. J'étais déjà reconnu un exemple, dans les supermarchés. Voilà, quand j'allais faire mes courses, j'ai continué à entraîner du monde, à vivre sur l'île, à travailler. Et puis là, le même président est venu me voir. Il m'a dit, tu sais, Lilian, on a vraiment plus de doses. On ne peut pas s'acheter des doses d'insuline. Il faudrait que tu nous fasses quelque chose de plus gros encore pour qu'on puisse trouver de l'argent, mais encore plus médiatique. Ben, tu sais, j'ai dit, ça va être compliqué parce que je ne vois pas trop sur l'île Maurice ce qu'on peut faire. Et là, ben, je ne sais pas pourquoi, le soir, je me suis mis devant l'ordinateur, j'ai regardé l'île Maurice. J'ai zoomé, j'ai plus, moins, et en fait, j'ai vu qu'il y avait la Réunion pas loin. Ça s'est passé comme ça, en fait. Et d'un coup, j'ai regardé record du monde à la nage. J'ai vu que c'était un Croate qu'il avait en mer Adriatique et c'était 225 kilomètres qu'il avait fait. Et là, ben, j'ai commencé à regarder 225. La Réunion était à 200, mais j'ai dit pourquoi pas aller à l'arrière de la Réunion. Donc là, je vous ai amené ce petit schéma-là. Regardez. Donc, on le voit. Donc, si on coupe jusqu'à la Réunion, Maurice-la Réunion, on voit qu'il y a 200 kilomètres. Et en allant chercher à l'arrière de la Réunion, j'avais réussi à aller à 236 kilomètres. Donc, je battais le record du monde de 11 kilomètres. Donc là, j'ai commencé à en parler, mais en fait, ça a été un peu... Personne ne me croyait, quoi. Personne ne croyait que ça allait être possible. Alors, il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. Et là, d'obstacles, d'échecs, voilà, comme dans ma vie, quoi. En fait, ma vie continuait. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai cru. J'ai dit, allez, il faut y arriver. Je sais pas comment on va y arriver, mais il faut y arriver parce que il y a ce président, il y a les enfants derrière. Et à partir de là, il y a tout qui s'est déclenché. J'ai trouvé du monde, quelques personnes qui ont commencé à me dire oui. Et à partir de là, j'ai dit, ben, je me donne un an pour réaliser cet exploit. Je ne sais pas si ce sera le record du monde, mais je vais essayer d'arriver à la Réunion. Donc, ben, j'ai mis tous les atouts, j'ai essayé de mettre tous les atouts de mon côté pour réussir ce défi fou de 236 kilomètres qui donc n'avait jamais été réalisé auparavant, puisque je vous le redis, c'était 225 kilomètres
L'objectif, bien sûr, c'est non-stop, sans aide extérieure, si ce n'est le ravitaillement. Je ne devais pas toucher le bateau pour me reposer. Voilà, le défi, c'est vraiment ça. Donc, mais ça a commencé par une équipe qui a géré le côté administratif et c'était pas des moindres puisque on change de pays, il y avait les douanes, ainsi de suite, il y avait les autorisations, les assurances, ainsi de suite. Donc, c'est pas de mince affaire. Une grosse équipe qui m'a aidé. Pas trop de, comme là on le fait. Si j'avais eu à côté de moi des personnes comme vous, on aurait pu développer aussi et plus médiatiser la chose, l'affaire, le défi, le record du monde, parce que ça a été pas trop, avec les moyens malheureusement qu'on avait, on n'a pas pu le porter le projet, le faire téléviser, ainsi de suite, si ce n'est la chaîne Réunion, les chaînes locales. Mais au niveau international, il n'y a pas eu grand-chose. Donc voilà, donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a mis en place? Je me suis mis en contact avec des psychologues, des préparateurs physiques, des coachs sportifs, un préparateur auto-hypnose, ça on va y revenir sur la fin. Et j'ai commencé mon entraînement, bon, je me connaissais déjà sur des ultras, on peut dire sur des Ironman, j'ai fait aussi le tour du Mont Blanc, l'UTMB. Ça m'a aussi servi dans ma préparation, puisque sûrement vous allez avoir des questions après, mais ma préparation, ça a été j'ai beaucoup varié en fait pour pas que ce soit trop long mes journées. C'était beaucoup de courses à pied, des longues distances je vais vous parler chaque fois en heures, c'était des 10 heures de course à pied. C'était pas en distance. Après en heures de nage, pareil, des 10 heures de nage, des 10 heures de vélo. Les journées pouvaient être coupées de 5 heures de nage et 5 heures de vélo, 5 heures de nage, 5 heures de vélo, 5 heures de course à pied. Aussi, j'ai mis dans ma préparation, j'ai gardé, et ça, c'est les préparateurs qui me l'ont dit, j'ai beaucoup gardé, il fallait aussi du crossfit. Il fallait qu'il y ait aussi des séances de sprint, des séances cardio et pas faire que de l'endurance parce que ça m'a servi quand il y allait avoir du courant, quand il y allait avoir des vagues. Mon cœur, l'adrénaline, tout allait monter. Donc, il fallait avoir aussi dans cette phase-là de préparation des moments, au moins une fois par semaine, où il y avait une séance cardio qui pouvait être en natation, hein, des séances de natation sprint sur des 500 mètres, 1000 mètres, 2 kilomètres, rapides, très rapides, nage dans le courant, nage contre courant. Ensuite, il y a eu du sprint, tout ce qu'on peut faire en course à pied, 500 mètres, 1000 mètres, 2000. Bon, ça reste pas dans les 100 mètres, 200 mètres. Là, c'était un peu plus haut quand même pour moi dans les sprints, mais où je devais être à plus de 150 pulses par minute jusqu'à 180, monter dans les tours, en vélo, en course à pied, en natation, en crossfit. Voilà, j'essayais toujours de garder du rythme. Et après, c'était sinon du sport varié, tout ce que je pouvais faire, mais sans trop couper, sans trop prendre de repos et toujours en enchaînant et en essayant de ne pas se blesser et de garder l'objectif qui était à 12 mois. Donc, j'ai planifié les 12 mois jusqu'à l'heure du départ pour penser à arriver à cet objectif-là et à voir les côtes de la Réunion et à pouvoir approcher cette côte-là et avoir le record du monde. Je m'étais dit que, bien sûr, comme tous ceux qui vont tenter des records, il pouvait y avoir un échec, mais j'ai pas pensé à ça pendant la préparation, pour être honnête, parce que pour moi, quand on pense à ça, on se met un peu des bâtons dans les roues, même si je sais que ça peut arriver, qu'il peut y avoir des moments de moins bien, mais on peut toujours se relever, on peut toujours aller de l'avant, on peut toujours positiver. Et ça, moi, je coach là-dessus. Donc, si moi aussi, je suis pas infaillible, mais je sais que je devais garder le cap et montrer aux autres. Il y a de plus en plus de monde qui me suivait aussi sur les réseaux autour de moi, qui voulait s'entraîner avec moi, qui voulait participer avec moi. Ça m'a aussi aidé de pas me retrouver tout seul dans ma bulle et sortir parce que je nageais le jour, mais je nageais aussi la nuit. J'ai fait des séances de nuit pour habituer le corps psychologiquement aussi à être dans le noir, puisque j'ai passé, comme vous le savez, 2 nuits à nager tout seul. Donc, un exemple d'entraînement en natation, je m'attachais au plongeoir avec une élastique et une petite corde et puis je nageais pendant 5 heures, admettons, de minuit, je montais le réveil, je me réveillais à minuit et je nageais jusqu'à 5 heures du matin. Et ensuite, après, je pouvais partir faire une séance de course à pied ou une séance de VTT. Voilà, donc ça a été très, très dur. Hein. C'est là, on parle à personne en plus en natation. Ça, c'est compliqué. En course à pied, en vélo, on peut être accompagné, mais en natation, malheureusement, quand on fait des séances type comme celle-ci, de nuit, on s'attache.
ben, je fermais les yeux et puis je nageais pendant 5 heures en pensant pas à grand-chose. Et voilà, ça a duré. J'ai rencontré du monde, des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Mais j'avançais, il faut avancer comme dans la vie, on avance quand on a des échecs dans le travail, des échecs dans la vie de famille. C'est tout, c'est un tout. En fait, c'est en parallèle qu'on avance et qu'on veut arriver à cet objectif-là, qu'on veut arriver au but ultime de toucher la Réunion. À côté de ça, ben, j'avais toujours ces enfants-là et mes enfants à moi qui me soutenaient, ma femme qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça, c'est très important. Et là, vous le verrez, si vous avez du coaching à faire ou des préparations comme ça, pour réussir un défi comme celui-ci, on dit il faut tous les voyants au vert. Donc, comme ce que je vous raconte, en fait, c'est les voyants. Ça peut être ma préparation physique, psychologique, ça peut être ma femme, ça peut être mes enfants, ça peut être l'entourage. Donc, si j'avais eu le jour du départ un voyant orange ou qui tire vers le rouge, je pense que j'aurais pas pris part au départ parce que je n'y serais pas arrivé. Il y aurait eu comme un grain de sable dans l'engrenage et il me fallait tous les voyants au vert. J'essayais pendant la préparation de penser à tout ça, mais il y avait tellement de choses à penser, tellement de choses qui arrivaient à laquelle je n'avais pas pensé aussi. On n'est pas infaillible malgré les bonnes personnes qualifiées qui étaient autour de moi. Je me rendais compte qu'il manquait toujours quelque chose, qu'il fallait améliorer ça, qu'on rentrait dans l'inconnu par rapport aussi aux distances que je m'étais mis tel jour. Et je me rendais compte que j'étais fatigué, que telle nourriture n'allait pas avec la chaleur, avec, je sais pas, avec, il y a tas de choses qui se sont améliorées au fil de l'entraînement et il m'avait vraiment fallu ces 1 an de préparation pour arriver au départ. Voilà, donc le jour du départ, il y avait un bateau et ce bateau-là, ça aurait pas eu être ce bateau-là. Pourquoi? Parce que il y a une personne qui s'était engagée avec moi. Vous savez que j'ai nagé dans une cage par rapport aux assurances. Moi, je m'étais sponsor, m'avait acheté 2 bracelets anti-requin, donc je devais traverser. Au mois de novembre, pourquoi on avait choisi le novembre? Parce qu'il y avait du courant, c'était des conditions favorables pour réaliser cet exploit. Ça s'est pas fait comme ça, bien sûr. J'ai travaillé avec la météo. Et mais après, on m'a dit, mais tu sais, les assurances m'ont dit, tu pourras pas nager sans cage parce qu'il y a des requins à La Réunion et avec toute la réglementation qu'il y a au niveau aussi international, la communication, les médias sur La Réunion, on ne peut pas te laisser partir. Tu n'as pas l'autorisation de nager jusqu'à La Réunion sans cage. Et voilà, un nouveau paramètre qui est rentré à 6 mois du départ. C'était gérable, mais voilà, il a fallu rajouter ce paramètre, donc la construction d'une cage avec des techniciens, avec tout ce que ça comporte. Et surtout ce bateau-là, ce bateau qui allait tracter la page et qui allait être en liaison avec moi pour être à mon allure. Et c'est pas le bateau qui allait, bien sûr, vous comprenez, me donner l'allure. C'est moi qui donnais l'allure au bateau. Une allure qui était, il n'y a pas de relief, mais il y a du courant, il y a des vagues. Donc, ça peut varier. Vous avez vu les moyennes par rapport aux nageurs de l'extrême et aux conditions, aux très bonnes conditions qui nous ont permis de réaliser cet exploit en 51 heures, parce qu'au départ, j'avais prévu 70 heures par rapport à une moyenne que j'avais à l'entraînement et au courant qu'il y allait avoir. Donc, cette personne qui m'avait promis son bateau et surtout qui avait promis ce bateau-là aux petits-enfants diabétiques pour arriver à cet exploit, elle s'est désengagée, je crois, 4 jours avant. Alors là, j'étais les bras tombants, chez moi, tout seul, à vouloir presque annuler. C'était presque impensable ce qui se passait. Je suis allé le voir, il m'a dit, avec le président de l'association, il m'a dit, non, on peut pas. Le moteur va chauffer, c'est trop long, 3 jours avec un moteur au ralenti, ça peut pas. Bon, on s'est rendu compte par la suite qu'en fait, cette personne-là, elle avait loué son bateau pour la pêche. C'était un gros bateau de pêche, bien sûr. Et que sûrement, elle avait plus à gagner avec quelqu'un richissime pendant 3 jours et gagner de l'argent à faire de la pêche qu'avec moi. Et me voilà parti à trouver un bateau et à faire des demandes sur les réseaux à 3 jours, sur Facebook. Tous mes amis, tous ont participé à cette recherche-là. Je suis parti en scooter, je me rappelle, à Port-Louis, la capitale, au port, pour trouver un bateau à faire. Là, c'est pas du porte-à-porte, mais du bateau à bateau. Il me disait, mais vous êtes fous, on peut pas faire ça. Et après, l'avant-dernier jour, un pêcheur de Grand Bay qui avait un enfant diabétique dans sa famille
Voilà, il nous a prêté le bateau. Il m'a fallu trouver le skipper hauturier parce que là, on est en haute mer et c'est pas les petits permis qu'il faut bateau pour traverser. Mais par contre, là, on n'avait aucun réglage. Donc, le bateau est descendu de suite. On a mis la cage. Il a fallu que je nage dans la cage, les allures, les codes d'allure, les codes de ravitaillement. On n'avait que 3 jours. Donc, tout ce qu'il fallait pas pour moi, quoi, parce que je voulais être vraiment serein au départ. Mais bon, quelque part, ça m'a encore rendu plus fort. Et donc voilà, on s'est retrouvé avec un équipage nouveau, avec ma femme sur le bateau, avec les personnes qui allaient valider le record, avec les médecins, avec tout un groupe qui croyait en moi et qui avait travaillé avec moi pendant ces 1 an. Voilà, donc on s'est retrouvé au Morne, au point de départ, données GPS pour que le record soit validé, pour que les 236 km soient validés. Voilà, on est parti. Je me suis lancé en pleine mer. Au début, c'était hors cage. Et après, je suis monté dans la cage dès qu'on était au large. C'est encore moi, désolé pour l'interruption. Je vous rappelle tout simplement que Lilian cherche à réaliser un film autour de cet exploit. Donc si vous connaissez un ou des scénaristes, réalisateurs, producteurs qui pourraient être intéressés, je vous invite à envoyer du coup cette vidéo avec ce témoignage pour, n'hésitez pas voilà, à m'envoyer un email. Vous trouverez l'email en description. Je vous remercie. J'avais une combinaison 3 mm pour nager avec pas de palme. Beaucoup m'ont dit, poser cette question, pas de palme. Pourquoi pas de palme? Parce que ça crée des toxines, on va plus vite. Mais par contre, j'aurais eu sûrement sur 3 jours des crampes. Donc, j'ai nagé, pour être honnête avec vous, pas que je suis surpris, mais j'ai eu une bonne cadence par rapport au courant qui nous a dévié vers le nord. On a zigzagué. Le bateau était obligé de reprendre le cap très souvent, GPS, pour aller sur la pointe de la Réunion. Moi, je le ressentais pas vraiment, je sentais du courant, mais je ne ressentais pas vraiment qu'on changeait de cap. Donc, tous les 40 minutes, je levais le bras pour qu'il s'arrête et je me ravitaillais avec des boulettes énergétiques. Dans ça, on y reviendra si vous voulez un peu après. C'était le plus simple, en plus pour assimiler. Je devais rester debout dans l'eau. Je n'ai jamais fait la planche, que ce soit sur le ventre ou sur le dos. Pour me reposer, je restais toujours en mouvement sur place pour manger cette boulette-là. Et il y avait accroché après pour anneau. J'avais comme les pipettes des Camelback avec des containers d'eau où là, je me ravitaillais en eau potable. Et j'avais pour uriner, pareil, une pipette avec un entonnoir. Et ça sortait au pied de la combinaison pour pas que ça sente mauvais dans la combinaison pendant 3 jours. Donc voilà, je me suis nourri uniquement de ces boulettes-là, sauf que j'ai vomi une fois au bout d'un jour et le bateau s'est arrêté, j'ai fait des signes et là, j'ai demandé du pain. Donc ils m'ont donné un morceau de pain pour un peu faire comme dans ma tête, un pansement au niveau de l'estomac parce que c'est sûrement, vous savez, à force d'onduler, l'action des vagues, ce mouvement-là et la répartition de la masse sanguine ont fait. En fait, à force de nager, j'avais aussi des petites nausées, donc j'ai vomi pendant 1 heure à peu près, où je nageais, je repartais, là j'avais des codes où je m'arrêtais plus souvent, je vomissais, je buvais, j'essayais de manger du pain, ainsi de suite. Ça a été un mauvais moment, mais bon, c'est passé. Puis ils m'ont dit la machine est repartie et une cadence normale. Puis là, au bout du premier jour, donc, le premier soir est arrivé et là, l'obscurité, on se sent bien seul, tout noir, avec la lumière sur le bateau. J'avais une lampe sur le bateau, moi, mais je voyais rien. C'était vraiment il y a le grand bleu la journée, mais là, c'était tout noir la nuit. Et là, qu'est-ce qu'il a fallu? C'est que au bout de 12 heures de nage, donc le premier jour, avec la personne de l'auto-hypnose, le médecin suisse qui était venu me voir, que j'avais fait venir à l'île Maurice, on s'était fait en fait un film tout le long, un film de ma vie tout simplement. Mais plutôt entre guillemets, pas tout simplement, parce que ma vie n'est pas simple. Mais c'était le film de ma vie jusqu'à l'arrivée. Et l'arrivée, c'était les enfants diabétiques qui me tendaient la main. Ça, si vous voyez ce schéma-là, eh ben, je pense que vous avez à peu près tout compris. Ce que je vous ai raconté, où là je suis, ben, c'est là où je devais aller, c'est là où je suis arrivé grâce à tout ce qui s'est passé. Quand je vous ai dit Haïti, c'était le moteur, le divorce, la balle, la reconstruction, ainsi de suite. Tout ça, voilà, le record, c'est ça en fait. Je n'y serais jamais arrivé si j'avais pas eu tout ça auparavant parce que dans les moments les plus durs, et là, quand la première nuit s'est enclenchée, j'avais déjà nagé 12 heures. Bon, vous savez ce que c'est, je pense, 12 heures d'effort si vous avez fait du sport plus ou moins, mais ce qu'on peut commencer à ressentir, donc c'est douleurs musculaires, mais aussi le froid commençait à venir.
Et puis là, si psychologiquement on n'est pas au point, ben, tout simplement on s'arrête ou on ralentit et puis on va pas au bout, ou on pense à tout ce qui arrive de négatif. Donc en fait, l'auto-hypnose, c'est ça, c'est toujours positiver, toujours aller de l'avant. Et ça, je l'ai compris, je l'avais très bien compris et je l'ai très bien vécu et ça m'a énormément servi. J'ai dit au médecin en arrivant, si tu n'avais pas été là, j'y serais pas arrivé. Je pense que j'ai pas menti. Donc il m'a permis en fait à faire ce film qui me faisait avancer tout le temps, chaque heure, chaque moment, chaque fois que je me ravitaillais, que je repartais, que je disais où on en est maintenant. Et des fois, bon, il est même arrivé que je me repassais déjà le film que j'avais vu parce que j'étais plus trop lucide aussi. Donc, il est arrivé le deuxième jour, donc là où j'ai revu le bateau, mais je revoyais rien autour, quoi. L'eau, c'était quand même assez sympa parce que c'est un bleu qui est assez fort en pleine mer, où il y a beaucoup de profondeur, où on se sent seul, même si le bateau, on se sent seul, où on est dans sa bulle. Et là, c'est quelque chose qui est très, très beau quand même, parce que peu de personnes peuvent voir ça ou comprendre ça. Donc là, j'avançais. Et je savais la cadence qu'il me fallait, je savais les mouvements. J'essayais de pas trop perdre techniquement, justement, et faire des bons mouvements malgré la fatigue pour pas faire des efforts supplémentaires. Donc ça aussi, il me l'avait dit. Et je l'avais beaucoup travaillé là, l'entraînement, parce que quand on fatigue, ben, le mouvement de bras, il est plus le même. Le mouvement des jambes, qui était un mouvement compensateur et non pas trop propulseur par rapport à moi, je travaillais beaucoup avec le haut du corps. Et là, j'avançais. La deuxième journée est passée. Là, je suis rentré dans la deuxième nuit. Et là, il y avait eu un gros travail avec lui. C'était le plus dur, quoi. Et là, c'était les moments les plus durs qui allaient ressortir. Et j'ai travaillé toute la nuit là-dessus et c'était le plus compliqué parce que là, j'ai pensé à m'arrêter. Et là, tout ressortait, tout s'est mis à embrouiller. Et j'avançais toute la nuit. Et là, le matin, ben, la réunion était là. Donc, elle était encore très, très loin puisque le lever du jour, je crois qu'il était à 5h30 ou j'avais pas de, j'avais pas de montre, mais on m'a dit ça, que la réunion a été visible à 5h30 ou je sais pas, ou 6h. Et je suis arrivé, je crois qu'il était 13h, donc il me restait quand même encore du temps par rapport à tout ce que j'avais fait. Je pensais que c'était proche, je voyais le sommet, je voyais un peu flou, mais je savais que là, à partir de là, je savais que c'était gagné. C'est un peu paradoxal, mais je savais que j'allais pas lâcher. Donc là, ben, ça, tous les voyants là qui commençaient à baisser, toutes les batteries qui étaient vidées, là, tout s'est rechargé en fait en voyant la réunion. Et puis là, il n'y a plus rien qui pouvait m'arrêter. Je savais que tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais préparé, et tout que là, j'allais y arriver. C'était presque certain, même si c'était le plus dur qui me restait. Comme je vous ai dit, là, je savais que j'allais aller au bout, mais il me restait beaucoup de terrain. Donc, je me suis reconcentré. Là, j'étais tout brûlé, je saignais dans le cou. J'avais froid, les mouvements, c'était catastrophe, mais je me ravitaillais toujours pareil. Il y avait des encouragements, tu reçois beaucoup de messages, tu vas y arriver. Donc, et là, voilà, là, c'est reparti. Et puis après, non, là, il y a quelques bateaux qui sont arrivés. Et en fait, là, j'ai pas compris parce que quand on a été à Rivière-des-Galets, c'est au nord de la Réunion, le bateau s'est arrêté. Et je comprenais pas pourquoi. Et il m'a dit, en fait, tu es arrivé. Et tellement on avait zigzagué pendant le parcours, pendant le circuit, la traversée, qu'au GPS, on a eu 236 kilomètres. Donc, il m'a dit, stop, tu as gagné. On est arrivé. Donc, le record était fait. Puis là, je suis vite remonter sur le bateau avec, bien sûr, beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue. J'étais plus trop lucide. J'ai fait un petit malaise, mais j'étais allongé derrière le bateau, l'oxygénothérapie. Il y avait le médecin, bien sûr. J'avais pas une tension qui alarmante. Tout allait bien, le rythme cardiaque aussi. Voilà, donc là, j'y étais arrivé. On peut dire que là, stop, je suis vivant, j'y suis arrivé. Je n'étais pas trop lucide, mais j'y suis arrivé. Donc là, ils m'ont dit, écoute, on va rentrer à Rivière-des-Galets, mais je comprenais rien en fait. Je comprenais pas pourquoi. Et donc, j'étais sur le bateau sous oxygène. Et là, on est rentré dans le port le plus proche. Ils avaient communiqué, il y avait la télé déjà, comme quoi on allait arriver là et non pas arriver au luxe Saint-Gilles comme c'était prévu. Et là, quand je suis remonté sur le bateau, en rentrant, il y avait du courant et d'énormes vagues. Ils ont coupé la corde de la cage. Je pouvais pas rentrer à la nage, c'était trop dangereux pour pas heurter le quai. Voilà, tout s'est passé comme ça très très vite. Donc j'étais sur le bateau, on s'est mis à quai, il est arrivé tous les journalistes, tous les petits aussi. Puis bien sûr un petit discours avec tout l'équipage à bord que j'ai remercié. Là, ça revenait petit à petit. Mais le fait de me lever comme ça m'a vraiment... je tenais plus tout droit, quoi. J'étais plus trop lucide par rapport. Mais j'ai réécouté quand même
par rapport à ce que j'avais dit à la presse, ça va, ça tenait un petit peu la route. Donc voilà, j'ai raconté beaucoup la même chose. Ensuite, je suis parti à l'hôpital, je suis parti à l'hôtel et le soir, on avait les télés. J'ai pas trop eu le temps de me reposer. Il a fallu que je parle de mon exploit, mais bon, c'est comme ça. Puis Maurice voulait aussi savoir ce qui s'était passé. Les réseaux aussi, les gens qui m'avaient suivi, les gens qui avaient fait des dons. Donc, toutes les personnes qui m'avaient entouré depuis le début, qui attendaient, qui m'avaient suivi sur le trajet, savoir comment j'allais, les rassurer, ma famille, toutes les personnes. Donc, me voilà parti. Ensuite, je passe un petit peu, mais me coucher. Et puis là, j'ai dormi, bien dormi, mais j'étais quand même bien coupé. En fait, il s'est passé que le sel, avec le soleil, et j'avais très très mal au cou, c'était tout coupé. Puis les doigts aussi, très flétris, les pieds. Quand on reste 3 jours dans l'eau, vous le voyez déjà quand on reste un peu dans la piscine, mais 3 jours dans l'eau, le retour sur terre, le retour à l'hôtel, le retour avec ma femme, les discussions, mais c'était bien, quelques réponses sur les réseaux. Après, je suis retourné à Maurice et là, les petits diabétiques mauriciens m'attendaient. Et là, on a bien sûr fêté l'événement un petit peu, 1 heure à l'aéroport, mais après, il me fallait dormir, donc je suis reparti chez moi et c'est que le surlendemain qu'on a été au Suffren Hotel où là on a pu faire des conférences et ensuite retrouver la vie, donc la vie normale, oui ou non, on peut dire, parce qu'après on dit et maintenant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient, dans quoi. Il y a ça aussi, il y a un an de préparation, il y a l'effort, puis quand on arrive là, qu'on a touché le bout, donc déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est une réussite. J'aurais pu avoir un échec et j'aurais pu recommencer peut-être 1 mois après, 2 mois après, je sais pas. Je sais pas si j'aurais pu aussi le refaire, mais au vu des enfants, je pense que je l'aurais refait parce qu'ils sont toujours avec moi, quoi. Et après, voilà, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment retrouver une vie stable, une vie normale avec tout ce que tu as fait, avec toutes les questions qui t'arrivent, avec beaucoup de conférences, des gens qui s'identifient. Ça, écoutez bien, c'est un peu très important. Les gens, ils s'identifient à moi. Donc, une personne qui s'identifie à soi, ça veut dire que il faut pas dire n'importe quoi aussi, il faut pas faire n'importe quoi. On est comme une image, on est comme quelqu'un qui doit montrer la voie. Et là, depuis, je fais ça, en fait, voilà. Depuis, j'essaie par rapport à cet exploit-là, je vais vous dire, j'ai pas gagné d'argent, aucun argent là-dessus, j'ai aucune retombée, si ce n'est, voilà, médiatique d'en parler ou de porter la parole aux personnes. Mais sinon, pour la traversée, moi, j'ai gagné une montre Garmin et sinon, tout l'argent est allé, je te donnais aux petits diabétiques. Et c'est ce qui m'a fait aussi avancer. C'est ce qui m'a permis de réaliser cet exploit, c'est parce que c'était pas l'argent. Si ça avait été l'argent, peut-être que je n'y serais pas arrivé. Donc, j'y suis arrivé parce que c'était pour les enfants. Donc après, il y a eu, voilà, ce que je vous disais, c'est que maintenant, les petits et les personnes aussi s'identifient à moi. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que je suis porteur peut-être d'une parole qui va vous faire avancer ou vous faire dire autre chose après. Donc, j'ai eu des chefs d'entreprise qui sont venus de me voir. Je suis allé faire des conférences dans les hôtels avec les directeurs d'hôtels où j'aime me mélanger avec aussi les directeurs, mais aussi avec le personnel de l'hôtel. Je trouve que c'est ça les vraies valeurs, comme quand on fait des team building. Donc, quand je suis formateur en mer, quand je prends des personnes pour des team building, je mets le directeur avec une dame de service, avec la secrétaire, avec n'importe quelle personne qui travaille dans l'hôtel et qui peut avoir des valeurs et qui peut aussi porter la parole dans sa famille. Dans les dames avec qui je parlais, les dames de service qui pleuraient aussi dans la salle, je fais malheureusement ou heureusement, je sais pas, pleurer beaucoup de personnes quand je parle parce qu'elles s'identifient et parce qu'elles se retrouvent dans leur famille aussi, qu'elles ont eu des problèmes, qu'elles ont perdu un proche et qu'elles savent pas rebondir, qu'elles ont perdu du travail, qu'elles ont des échecs dans la vie et qu'elles n'arrivent pas à rebondir. Donc, il y a tout ce système-là que j'essaie, des valeurs, de communiquer et de retranscrire, mais je fais attention justement de pas non plus, comment dire, ce que j'ai fait, c'est un peu surhumain, inhumain. Il y en a qui m'ont dit ça, c'est infaisable, donc tu dis ça, mais ça colle pas, mais c'est pas vrai. Donc moi, je leur dis que dans la vie, tout est possible. C'est ça mon discours en fait, et dans les conférences, c'est surtout ce que je fais maintenant, c'est dire que dans la vie, voilà, moi, avec tous les échecs que j'ai eus, justement, c'est ces échecs-là qui m'ont permis à arriver à cet objectif. Donc dans la vie, c'est la même chose, que ce soit dans le travail ou dans la famille. Et souvent, les questions, elles reviennent après comme ça. Mais moi, c'est pas pareil. Je dis, c'est faux, c'est faux. Votre vie, vous avez un toit, vous avez une chambre avec que 2 pièces. L'objectif l'année prochaine pour vous, je connais des gens ici qui vivent sous des tôles, c'est d'avoir peut-être une maison en dur. Ou sinon, si vous pouvez pas, c'est d'avoir une 2e chambre. Ou sinon, si vous pouvez pas,
c'est de payer l'école à votre enfant. Voilà. Donc, tout ça, ça tourne toujours autour des positiver au travail et avancer dans la vie, se relever, franchir les pas, les obstacles. Je dis les pas, je dis franchir les pas, mais c'est des obstacles qu'on rencontre dans la vie, un par un, et de beaucoup parler, de beaucoup communiquer, de pas se renfermer. Et voilà, après, donc, j'ai continué après cette traversée, voir beaucoup de monde dans le monde aussi. Ça m'a ouvert un peu les frontières. Et là, après, on m'a dit, ben, fais quelque chose pour un nouveau défi. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est toujours ça la question. Et ton prochain défi? Et ton prochain défi? Mais mon défi, bon, maintenant, c'est de beaucoup communiquer. Mais je garde aussi, bien sûr, le sport. Hein. J'adore le sport, donc ça, j'ai pas laissé tomber. Du coup, il y a 2 ans, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait le défi Rhône, 812 km. C'était rallier le glacier de Saint-Gothard, le début du Rhône, jusqu'à la Méditerranée. Donc là, j'ai fait ça aussi pour une association et je m'y suis aussi préparé pendant 1 an. Et je crois que moi, ma vie va être faite de défis, parce que je me sens un peu inutile quand j'ai pas d'objectif. Alors peut-être après j'aurai des objectifs d'autres dans le travail, parce que je suis appelé à travailler dans des conférences ou de plus en plus. Le défi Rhône, c'était quelque chose qui était beaucoup plus long, mais avec des étapes. J'ai fait ça en 10 étapes de 80 km par jour, donc ça m'a fait 812 km. L'eau, au début, à Saint-Gothard, vous avez vu la source, si vous allez sur Internet, c'est qu'un petit cours d'eau. Et à Oberwald, le premier village en Suisse, là, il commence à s'élargir, mais l'eau est à 0 degré. Donc là, j'avais des combinaisons, j'avais froid et j'ai nagé 10 heures. Donc, pour passer un peu sur ce défi-là, si vous voulez, j'ai nagé jusqu'à Lyon. Je suis passé par le lac Léman, où là, c'est très joli, où c'est le côté magnifique. Et ensuite, on nage vers Lyon. Là, ça s'épaissit. Il y a des canaux aussi qui ont été aménagés. Et à partir de Lyon, j'ai été malade parce que il y a des bactéries dans l'eau. J'ai dû inhaler quelques bactéries. Et là, toujours pareil. Je crois qu'on était à la moitié, 5e jour, 4e jour. Là, j'ai commencé à vomir le soir. Je pensais abandonner parce que j'avais la fièvre. J'ai commencé à vomir. J'étais couché, je tremblais dans le lit. Ma femme est venue me voir, l'équipe aussi. Et sous les couvertures, j'avais froid, j'avais chaud, je tremblais, je vomissais. J'ai mangé qu'une soupe et je me rappellerai toujours, quoi. J'ai pris les cachets qu'on m'a donné, je sais pas ce que j'avais, pas ce que j'ai pris. Et puis le matin, je me suis relevé à 5 heures et puis ça allait. Le corps avait dit oui, on va terminer ça, on va repartir. Et encore une fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc je suis reparti et là, ça allait. Là, le Rhône s'épaissit, puis c'est long, très très long. Le Rhône est large, il y a pratiquement pas de courant. Je me levais à 6 heures pour finir le soir à 7 heures. Donc, c'était un truc très, très long parce que la natation, on voit rien. Donc là, pareil, il fallait penser, il fallait encore se refaire des films, encore. C'est très, très compliqué, c'est très, très dur de nager, de faire je parle pas, c'est pour ça que je vous dis, je parle jamais en distance, mais en temps, de faire des 10 heures de nage comme ça. Pendant 10 jours, là aussi, ça a été très, très, très compliqué de chaque fois relancer la machine, repartir. Il faut vraiment être prêt et voilà, il faut beaucoup travailler là-dessus. On peut pas se lancer. Et quand je dis on peut pas se lancer, je vous dis ça, là, il y a quelqu'un qui veut battre mon record, Maurice Réunion, un Réunionnais qui est venu me voir, donc je l'ai reçu à l'île Maurice. On a discuté là-dessus et je lui ai beaucoup parlé de ça, du côté psychologique, pardon. Et il y a même des personnes qui m'ont dit, mais j'en suis sûr qu'il y a un jeune qui va te battre. Tu penses qu'il y a un jeune qui te battra? Les questions menées comme ça, je lui dis non. Un jeune ne peut pas me battre parce qu'il aura la qualité physique, mais pas psychologique. Et il me battra pas. Il lui faudra beaucoup plus d'expérience. Je connais des athlètes de haut niveau, de très haut niveau, jeunes et moins jeunes, mais je sais que je leur dis avant, faites attention, préparez-vous psychologiquement. À travers ces défis-là, vous pouvez déjà vous blesser, vous user, mais aussi psychologiquement, vous pouvez vraiment chuter, quoi. Donc, il faut être vraiment prêt. Et cette personne-là, voilà, je lui ai beaucoup parlé de ça, du côté physique à préparer, mais aussi du côté psychologique. Donc voilà, après, je continuais le Rhône, j'y suis arrivé au bout. Je suis passé à Avignon, où j'habitais avant de partir, où j'étais pompier. C'était la dernière étape. Donc, vous verrez, il y a eu beaucoup de monde là qui m'attendait pour cette étape-là. Et ensuite, la dernière étape, c'était Avignon jusqu'au bout du Rhône, quoi, jusqu'à la mer, jusqu'à la Méditerranée.
Et là, il y avait encore du monde qui m'attendait. Puis j'ai franchi ces étapes-là et j'ai franchi aussi une autre étape de ma vie, montrer aux gens que tout était possible et voilà, et de repousser ses limites. Bon, voilà, je vous ai fait un petit récit de ma vie et de pourquoi je suis arrivé là et comment je fonctionne et surtout comment j'ai pu réussir ce record du monde. Bon, je suis un peu émotif parce que il y a beaucoup de choses qui me ressortent parce que j'ai vécu des choses dures. Donc, je sais que c'est pas facile et j'arrive pas encore à me contrôler. Je m'excuse par rapport à ça, mais bon, ça ressort comme ça, mais voilà. Donc là, je pense que j'ai pu oublier certainement quand je suis en conférence, j'ai un PowerPoint et je le suis. Mais là, c'est vraiment bien aussi de parler comme ça et j'espère que vous allez avoir des questions, que je pourrai aussi répondre à vos questions. Bon, je suis pas non plus quelqu'un qui va parler comme ça pendant, même je parle beaucoup, mais voilà, j'espère pouvoir répondre à vos questions et merci de m'avoir écouté surtout. J'espère que ça vous a plu. Donc là-dessus, juste vous dire que mes attentes maintenant, sur mes attentes, c'est que j'ai écrit ce livre-là, Traverser l'impossible, avec Mano Gentil, une écrivaine qui est de Grenoble. Je suis allé la rencontrer à Grenoble. On a commencé à parler de ça, de cette traversée, et puis après, elle est venue à Maurice. Je l'ai faite venir à Maurice. Elle a réécrit. On s'est partagé comme ça par mail et puis on a sorti ce livre-là. Donc c'est quelque chose que je pensais pas du tout. Et puis là, on s'est dit, là j'espère, là où vous pouvez m'apporter quelque chose à moi, c'est un film. Donc au début, on m'a dit, tu veux pas faire un court-métrage? Et puis non. J'ai dit non, non, ça, c'est pas un court-métrage. Ça, c'est une histoire qui va toucher beaucoup de personnes. Ça vaut un film. Et moi, je vous dis, ça tu peux enregistrer, ça sera un film qui peut être à Cannes. Parce que tout ce qu'on a raconté là, en film, on a déjà fait le synopsis. Ça peut être quelque chose qui touche beaucoup de monde à cette période-là où les gens n'ont plus trop de repères, des gens qui ont perdu leur repère et qui ont perdu leur emploi, il y a eu beaucoup, vous savez, tout ce qui s'est passé pendant le Covid, ça a touché beaucoup de personnes, mais malheureusement pas du bon côté de la chose. Donc, ce qu'il faudrait essayer à faire ensemble, ce qu'on peut partager ensemble, c'est à construire un film. Je pense qu'il y a la matière, maintenant il faut organiser tout ça et trouver les personnes qui pourraient susceptibles de nous aider. Et ça serait très joli à voir. Et par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, sortir quelque chose, pourquoi pas le prochain défi. Vous allez me dire quel c'est votre prochain défi. Mais voilà, je vous pose la question. Mon prochain défi, ça serait je pense qu'il faut, en gros, j'ai déjà discuté avec des réalisateurs et des producteurs. Il faut un an, 3 mois pour partir et un an pour réaliser ce film. Donc, ça serait quelque chose de super si on arrivait à ça tous ensemble. Merci beaucoup, Lilian. Merci à vous pour cet extraordinaire témoignage, pour le temps que tu as pris. Et puis, nous, on va continuer à papoter. Moi, j'ai cette chance. Mais les amis, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, on se fera, je pense, certainement un débrief de cette intervention. Il y aura pas mal de choses à dire. À très bientôt. Salut. Bye. Merci.